Le podcast de la CPTS Paris 8. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Grégoire Détrichet. Bonjour. Bonjour. Alors, dans le cadre de la CPTS, du podcast de la CPTS, on va faire 3 épisodes. On va parler des artères, du caillot, le fameux caillot, le thrombus, et des veines. Donc, si tu veux bien, on commence par les artères d'abord. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les artères déjà, comme ça? Alors déjà, bon, les artères sont le complément du cœur, parce quand on parle de prévention cardiovasculaire, de maladies cardiovasculaires, on pense trop souvent, et bien évidemment, artères coronaires, cardiopathie ischémique, mais il ne faut pas oublier non plus les artères périphériques qui ont été un peu considérées comme le parent pauvre du vasculaire. Je vais m'expliquer là-dessus pourquoi. C'est en fait, les artères des membres inférieurs, quand on développe de l'artérite, donc quand on bouge ces artères des membres inférieurs, c'est une pathologie qui reste longtemps silencieuse ou qui peut passer très longtemps sous radar. Et quand elle arrive, elle est assez explosive et entraîne notamment des risques élevés d'infarctus et d'AVC. On estime notamment, quand on a une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, qu'on multiplie par 5 son risque d'AVC ou d'infarctus. Raison pour laquelle il faut être très actif, proactif sur le dépistage de l'athérome périphérique, qui soit aortique, membre inférieur et également au niveau des troncs supraaortiques. D'accord. Donc, effectivement, le devoir de tout médecin, lorsqu'il dépiste une plaque quelque part sur une des artères, il doit regarder toutes les autres artères pour vérifier qu'il n'y en ait pas. En effet, moi, on va toujours chercher un bilan d'extension complet sur donc notamment les carotides, l'aorte abdominale. Au passage, on regarde s'il y a des anévrismes ou pas, parce que pareil, c'est un silent killer, hein, l'anévrisme, hein, il est asymptomatique jusqu'à temps qu'il se rompe, et là, c'est trop tard. Et on va regarder également les artères des membres inférieurs. Tout ça pour dépister des plaques d'athérome. Et ces plaques d'athérome, qui sont généralement infracliniques et silencieuses dans l'extrême majeure partie de la population, nous permet d'adapter la thérapeutique et notamment d'être offensif sur les traitements hypolipémiants pour limiter le risque d'événements cardiovasculaires. Alors justement, à partir de quand est-ce qu'on commence à traiter? Alors, quand on traite la pathologie artérielle périphérique, donc on traite avec une triplette cardioprotectrice, vasculoprotectrice. On commence par les antiplaquettaires à dose simple, 75 mg, aspirine ou clopidogrel. Il n'y a pas eu de différence significative dans les études qui sont assez anciennes, hein. C'est l'étude Capri, notamment en 96, et qui est toujours d'actualité pour cela. Alors, concernant les antiplaquettaires, et uniquement dans le cas de l'artériopathie des membres inférieurs, quand on est asymptomatique, on ne met pas d'antiplaquettaires. On met des antiplaquettaires donc à 75 mg quand on commence à claudiquer. Donc c'est la fameuse claudication intermittente d'effort qui est assez caractéristique chez les patients. C'est-à-dire, le patient arrive, va nous dire: j'arrive à marcher 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres. J'ai une crampe qui arrive, une douleur monstrueuse qui m'arrive au niveau du mollet, de la cuisse, de la fesse. Ça dépend du niveau d'occlusion ou de sténose artérielle. Je m'arrête, généralement ça passe en moins de 10 minutes, il repart et à la même distance, la douleur réapparaît. Donc ça, c'est typique de la claudication artérielle qu'il faut aller dépister. Il y a des diagnostics différentiels qui sont rhumatologiques et veineux, mais on reviendra plus tard dessus. Ça, c'est pour les antiplaquettaires. Concernant les hypolipémiants, et là, c'est la pierre d'angle de la pathologie cardiaque et vasculaire. Donc, on va parler en premier lieu des statines. Les statines, en fait, il y a eu beaucoup de controverses malheureuses dessus, des mythes dessus. En fait, c'est la pathologie, c'est le traitement cardiovasculaire protecteur par excellence, qui est maintenant prouvé dans toutes les études depuis de nombreuses années, qui fait foi dans les recommandations, hein, dans la société, au niveau de la Société européenne de cardiologie. On a des recommandations de 2017, 2019, 2021 et une mise à jour de 2025. Et on a maintenant tout un arsenal thérapeutique pour vraiment traiter ce mauvais cholestérol, le LDL cholestérol, puisque lorsqu'on a des plaques et de la pathologie cardiovasculaire, quand on suit les recommandations, notre objectif pour les patients de mauvais cholestérol, le LDL, doit être inférieur à 0,55 grammes par litre et diminuer de moitié par rapport au taux de base. Donc, ce qui peut être très bas, mais on s'est aperçu très rapidement, et c'est confirmé de plus, enfin, c'est toujours été confirmé, que plus le cholestérol est bas, le mauvais cholestérol est bas, moins on aura d'événements cardiovasculaires. Donc, tout ça, il faut être proactif et agressif dans ce traitement dès le début pour éviter d'arriver à des stades catastrophiques. On dispose des statines, on a plusieurs classes de statines: haute intensité, moyenne et faible intensité, en fonction du taux de cholestérol qu'on a à réduire, premièrement. Ajouté à ça, on peut se servir de l'ézetimibe,
à 10 milligrammes qui est associé à la statine et synergique et diminue ce taux. Si on n'arrive toujours pas à obtenir ce taux cible de LDL cholestérol, on dispose des émetteurs de PCSK9 qui ont été mis récemment sur le marché dans les années 2020-2023, il me semble, et qui sont vraiment révolutionnaires. Et plus récemment, on a également l'acide bempédoïque qui a l'autorisation de mise sur le marché depuis 2025. Donc on dispose vraiment d'un arsenal thérapeutique très large pour traiter ces pathologies. Et enfin, on peut y adjoindre, enfin on y adjoint généralement un antihypertenseur, même si les patients ne sont pas hypertendus. Ça, il faut bien le faire comprendre aux patients, soit IEC, soit ARA2, voilà, à dose maximale tolérée par le patient. Et alors, oui, question intéressante, et pourquoi pas un anticalcique plutôt? Alors parce que les études, qui ont été faites sont plus en fait en faveur des IEC ou, des ARA2 qui sont également, néphroprotecteurs. Notamment il y a une étude qui est assez ancienne dont j'ai plus le nom en tête pardon, mais qui montrait que les IEC permettaient également d'obtenir une certaine vasodilatation, distale pour les patients artéritiques. Ça, c'est pour les artères des membres inférieurs. Au niveau des troncs supra-aortiques, donc les carotides, la stratégie reste exactement la même. Pour les traitements hypolipémiants et pour les traitements, antihypertenseurs, la petite différence va être sur les traitements antiplaquettaires. Alors, quand est-ce qu'on met, un antiplaquettaire ou pas? Donc ça, le débat reste ouvert puisque dans les recommandations, elles sont pas encore très claires. Notamment, je m'explique, sur les, sténoses modérées, les, 50 NACET, 60 NACET. Qu'est-ce qu'on fait? Dans les recommandations, bah, c'est un stade 2, 2A, 2B, donc en fonction du bénéfice-risque pour le patient. Est-ce qu'il est à risque de saignement ou pas, et cetera. Donc ça, c'est à juguler pour chaque patient. Néanmoins, pour des sténoses significatives et qui deviennent proches des critères opératoires à partir de 70 d'ACET, là, la question ne se pose plus, on met un antiplaquettaire. D'accord, donc pour, les artères, périphériques des membres inférieurs, il faut la claudication pour Voilà, mettre un anti-agrégant plaquettaire. Par contre, au niveau des carotides, il faut une sténose qui soit supérieure au moins à 50 ou 60 voilà, voilà, d'ACET. oui, oui, OK. Pour, mettre, un anti-agrégant exactement. plaquettaire. De toute façon, la statine ou le traitement hypolipémiant, quel qu'il soit, doit être, installé dès qu'on a repéré, en fait, une athérosclérose quelque part. Exactement, c'est vraiment le traitement salvateur et qui permettra de sauver probablement le patient. Même s'il n'y a aucune lésion au niveau des artères coronaires. Exactement. En fait, la distribution du cholestérol n'est pas systématique. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'athérome coronarien sans rien avoir au niveau périphérique. On peut avoir de l'athérome, carotidien sans avoir, de l'athérome coronarien et vice versa. Donc en fait, il faut vraiment aller chercher, plan par plan, siège par siège, cet athérome. Mais on sait que ceux qui ont des lésions, périphériques, un jour ou l'autre risquent, l'accident, comme tu disais tout à l'heure, 5 fois plus un Voilà. accident coronaire que les autres. Voilà, on sait qu'ils Et sont plus donc, à risque. c'est un vrai traitement, préventif. Ben c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a de l'athérome, quel qu'il soit, coronarien ou périphérique, on est classé directement à très haut risque cardiovasculaire. Est-ce qu'il y a d'autres traitements à envisager? Alors pour l'artériopathie des membres inférieurs, il y a un traitement non médicamenteux, mais qui a fait, toutes ses preuves et qui a toute sa place et qui est encore trop souvent négligé, c'est la rééducation vasculaire à la marche. Quand on a un patient qui est claudiquant, quand il a une sténose, par exemple, sur la principale artère de cuisse, la fémorale superficielle, ou une occlusion de cette fémorale superficielle, ce qu'on voit assez régulièrement en pratique quotidienne, le réflexe serait de dire: «Bah, je l'envoie voir le chirurgien pour qu'il lui mette un stent ou qu'il lui fasse un pontage». Et ben, en premier lieu, en fait, on ne va pas faire ça. On va prescrire de la rééducation vasculaire à la marche. Alors, idéalement, elle doit être supervisée par des équipes de kinésithérapeutes encadrées par des cardiologues qui doivent faire un bilan cardiaque avant de faire cette rééducation parce qu'ils vont faire quand même des efforts, donc il faut que le cœur suive derrière, notamment quand on a de l'athérome. Mais c'est enfin cette rééducation a toute sa place. C'est prévu, c'est, prouvé également dans les revues Cochrane, et on sait qu'on fait, aussi bien que des stents à 6 mois, 12 mois, 18 mois. Ce qu'il faut mettre en tête pour les patients, c'est que c'est une rééducation qui est longue, qui peut être fastidieuse et qui peut faire mal. Parce ils vont marcher, forcément ils vont avoir mal, ils vont avoir de la claudication, mais il faut pas perdre espoir. Généralement, on fait 3 séances, 3 à 4 séances par semaine à raison de 30 à 45 minutes par séance de marche, et ça, c'est sur au moins 6 mois pour avoir des bénéfices, et on a des patients qui marchent après une autonomie de marche tout à fait conservée. Il y a effectivement, j'en témoigne, des patients qui étaient prévus, en fait, pour une intervention qui a été supprimée, enfin reportée en tous les cas, car ça marche de marcher.
Clair. Vraiment, ça marche très, très bien et heu et après la rééducation, il faut qu'il continue à marcher Oui, on continue. De toute façon, c'est une hygiène de vie, qui est après, qui doit ad être vitam. acquise ad vitam et en parallèle des mesures médicamenteuses, évidemment. Donc on adapte son régime, plutôt régime méditerranéen, viande blanche, légumes, poissons. On limite les acides gras, on limite les viandes rouges, la charcuterie, le fromage et cetera et on privilégie pardon, vraiment le régime méditerranéen. J'en ai pas parlé, mais ça tombait sous le sens, mais on va également, le dire, c'est tabac proscrit, ad vitam aeternam. Alors on sait que c'est très facile à dire, moins facile à faire. Après, pour les patients, maintenant, on a plein de possibilités. Il y a plein de centres d'addictologie. Il y a Tabac Info Service qui marche très bien également. Mais voilà, le tabac doit être proscrit absolument. On sait que ça multiplie par 2 à 3 le risque d'artérite, le risque d'accident vasculaire. Donc, ça doit être vraiment proscrit. Quand est-ce qu'on doit faire une recherche, de lésions artérielles? Alors, la recherche de lésions artérielles, elle rentre d'abord dans le cadre du dépistage. C'est-à-dire que les hommes à partir de 50 ans, les femmes à partir de 60 ans, sans antécédents particuliers. Quand on a des antécédents familiaux cardiaques ou vasculaires, mortalité précoce, quand on est tabagique, il est conseillé de commencer à dépister beaucoup plus tôt. Après, pour les femmes, il y a quelque chose aussi qui est intéressant, donc dans la pathologie cardiovasculaire féminine, c'est lors de la ménopause. Il faut vraiment commencer à dépister à ce stade-là, puisqu'au niveau de la ménopause, donc c'est un chamboulement hormonal, on a une chute des oestrogènes qui sont vasculoprotecteurs et on a une augmentation d'autres hormones, donc la FSH et la LH. Cette augmentation, ce switch hormonal, va faire que les femmes vont rattraper les hommes sur la courbe de la morbimortalité cardiovasculaire. Et donc, il faut être particulièrement vigilant à dépister, les femmes, au moment de la ménopause et les suivre régulièrement dans le temps. D'autant plus que maintenant, on s'est aperçu que les femmes fumaient autant que les hommes, ce qui ajoute en plus de la pathologie cardiovasculaire et pour avoir publié quelques articles dans la pathologie cardiovasculaire féminine, on sait que les femmes ont des symptômes qui sont atypiques par rapport aux hommes pardon, notamment dans la claudication. On ne va pas penser spontanément à une claudication chez une femme, donc ça, il faut toujours avoir, à l'esprit ce genre de choses et leurs artères sont plus petites également, heu c'est beaucoup plus explosif. Donc il faut être D'accord. vigilant. Donc, pensez à rechercher l'artérite, des membres inférieurs, mais en même temps que, les troncs supraortiques et Exactement. l'aorte abdominale, chez tout patient qui présente déjà d'autres facteurs de risque de la maladie, hein, une hypertension, un diabète, et cetera. Ou un cholestérol déjà trop élevé, surtout s'il a été fumeur, donc l'ensemble des facteurs de risque. Et puis à partir de 50 ans et 60 ans chez les femmes, ou peut-être avant, parce que la ménopause a souvent lieu avant, à partir du moment où apparaissent les premiers signes de ménopause, c'est pas mal de faire un bilan vasculaire complet. Exactement et notamment, on va aussi regarder, l'aorte abdominale. Ça coûte pas cher et ça rapporte gros, pour le dépistage encore de l'anévrisme de l'aorte abdominale. Qui est lié à la même maladie finalement. C'est de l'athérome en effet, c'est les facteurs de risque cardiovasculaires, principalement tabac et hypertension, mais on est vraiment dans la maladie athéromateuse pure et dure. Là, on a parlé de la maladie athéromateuse pure et dure. Je pense que on a tout dit, hein. Et notamment les indications de l'aspirine ou des antiagrégants, plaquettaires, statine sûrement, et on a vu, pour les antiagrégants plaquettaires, certaines indications, un peu divergentes par rapport, à ce qui se passe au niveau des carotides. Par contre, si vous trouvez juste un anévrisme abdominal, par exemple, chez le patient, on fait quoi là? Aspirine, pas aspirine? Alors, déjà pour le dépistage de l'anévrisme aorte abdominale, la fréquence de surveillance et le rythme de surveillance va dépendre du diamètre de l'anévrisme, hein. Généralement, on va surveiller en fonction de sa taille. Ça peut aller de tous les 2 à 3 ans jusqu'à tous les 6 mois pour les plus gros, sachant que le cut-off opératoire est à 50 voire 55 millimètres de diamètre antéro-postérieur. Pour l'aspirine, le risque principal de l'anévrisme, en fait, c'est le thrombus qui se constitue dans la paroi et qui peut potentiellement emboliser dans les artères en aval et donc causer des ischémies aiguës. On a tendance, et il faut mettre généralement un antiplaquettaire quand il y a un anévrisme, justement pour limiter ce risque d'embolisation et de formation de thrombus. À partir de quelle taille? Dès qu'on diagnostique l'anévrisme, la définition de l'anévrisme, c'est le diamètre, c'est 1,5 fois supérieur au diamètre d'amont. Donc pour l'aorte abdominale, généralement entre 25 et 30 millimètres, on parle d'ectasie aortique et au-delà de 30, on parle d'anévrisme aortique. Et donc là, aspirine. La aspirine. Merci beaucoup. Autre chose à rajouter, sur, les artères, notamment
La maladie de Buerger. Alors la maladie de Buerger, oui, parce que j'en ai pas mal suivi quand j'étais chef en salle à l'hôpital européen Georges Pompidou. Quelque chose qui maladie rare, mais qui est vraiment délabrant. La maladie de Buerger, elle se caractérise par une, nécrose des extrémités, par occlusion des artères des extrémités, vraiment les fines artères et on retrouve aucun facteur de risque cardiovasculaire hormis un tabagisme actif. Et ce qu'on remarque, qu'on repère chez ces patients, c'est qu'il y a une dépendance, un lien très fort au tabagisme. Et quand on parle de tabagisme, alors il n'y a pas que le tabac également, mais il y a également la drogue consommée sous forme de tabac, cannabis notamment, donc le cannabis, donc les joints. On a beaucoup de maladies de Buerger, beaucoup de patients atteints de Buerger qui sont des consommateurs de joints. Et j'avais discuté avec un addictologue à Pompidou, c'était très intéressant de le savoir. Il faut savoir qu'en termes de combustion, un joint fumé, donc quand il est sous forme de plantes séchées, correspond à un paquet inhalé. Ah, je ne savais pas, Donc c'est voilà, énorme. c'est énorme et c'est monstrueux et quand c'est consommé sous forme de résine, c'est un demi-paquet. Je crois que c'est de 8 à 10, c'est 8 ou 10 cigarettes. C'est l'équivalent de 8 ou 10 cigarettes. Donc en fait, c'est monstrueux quand, un patient vous dit, un Buerger: «Oh bah, je fume 2 joints par jour». En fait, non, non, ça dépend. Si c'est de l'herbe, enfin, c'est C'est l'équivalent de 2 2 paquets de paquets. combustion. Donc c'est énorme. D'accord. Et donc oui, le Buerger se caractérise par une occlusion de ces petites artères, distales, périphériques et malheureusement avec des nécroses distales, qui se stabilisent si on arrête de fumer, mais qui empirent malheureusement si le patient continue et généralement dans ceux que j'ai pu suivre, l'extrême majorité, continue de Continue. fumer, malheureusement. Ouais, ouais. Malgré les doigts de pied qu'on coupe au fur et à mesure. Malgré les orteils, les doigts, ouais. Et ça survient à partir de quel âge? Ça peut être l'homme jeune, généralement, classiquement, c'est avant 40 ans. D'accord. Donc ça, il faut y c'est alors, on les voit souvent à l'hôpital parce qu'on est aussi centre de référence pour ça, mais en ville, c'est pas exclu qu'on en voit. Moi, j'en ai vu déjà un ou 2 des fortes suspicions, un ou 2 avec des thromboses veineuses superficielles satellites périphériques qui rentrent également dans le diagnostic. Voilà et puis le diagnostic positif du PURG, actuellement, c'est l'artériographie 4 axes où on va aller voir ces artères qu'on appelle hélicines en queue de cochon, en tire-bouchon, en distalité qui, signent le diagnostic. Donc, finalement, si je retiens, tout ce que tu nous as dit, il faut absolument dépister la maladie artérielle athéromateuse, qu'elle soit, périphérique ou coronaire aussi bien évidemment, lorsqu'on a une présence de facteurs de risque. On traitera par les statines systématiquement dès qu'on découvre de l'athérome. Petite question, à partir de 50 la plaque, sur la carotide ou en dessous? Une plaque. Une plaque, c'est même pas alors pour les C'est carotides pas en précisé dans les effet, c'est recommandations. une très bonne question également, ce que tu soulèves. C'est qu'en fait, on parle, le scanner va parler en termes de pourcentage d'occlusion, que ça soit sur les artères de jambes ou les artères, du cou et cetera. Nous, en écho-Doppler, la force qu'on a, c'est l'hémodynamique qu'aucun autre examen a, notamment les IRM, qui sont pas très bons pour les vaisseaux également ou notamment l'angioscanner. Parler, en termes de réduction de plaques, pour nous, ça veut, en réduction de diamètre, ça veut rien dire. On va parler en termes d'hémodynamique. On va parler de pourcentage uniquement dans les carotides et on va parler d'un pourcentage précis qui sont en fait des rapports d'hémodynamique qui est le NACET. Le NACET est un faisceau d'arguments pour donner des pourcentages d'occlusion et donc c'est là-dessus que se basent les chirurgiens vasculaires. On se base sur des rapports de vélocité entre le pic de la sténose carotide interne sur la carotide commune, sur la vitesse de la carotide, la vitesse systolique de la carotide interne et même sa vitesse télédiastolique. On voit beaucoup de comptes rendus passés où on parle de 25 30. En fait, ce sont des rapports de diamètre, c'est ce qu'on appelle l'ECST et c'est bien dit maintenant dans les recommandations qu'on ne se base pas là-dessus, que c'est enfin, on n'a pas à les donner. On donne toujours un asset et moi, ce que j'aime bien parler, c'est en termes d'épaisseur de plaque. Comme ça, quand on suit des patients dans le temps, à 2 ans, 3 ans, quand on a une plaque qui fait 2 millimètres, 2,5, ça nous permet de suivre l'évolution et ajuster le traitement en fonction. Et donc quand c'est y a uniquement une infiltration, L'infiltration, c'est physiologique, donc mesure d'accord. régionésique, first et après on voit. Donc c'est, à partir du moment où on a une plaque NACET, à partir de 20 par exemple? Bah, quand on a une plaque, donc la définition de la plaque supérieure à 1,5 millimètre d'épaisseur ou plus de 50 par rapport, à l'épaisseur intima média. Donc ça, c'est une plaque, donc là, on agit, dessus. Par ailleurs, dans la population générale, quand on n'a pas de plaque, donc maintenant dans la prévention cardiovasculaire, ça c'est les recommandations de 2021, on peut se baser sur le score 2. Voilà, qui est une association pour donner un risque
d'événements cardiovasculaires à 5 ans. Et donc les nouvelles recommandations qui sont récentes, hein, de 2021, sont assez sévères également. C'est-à-dire qu'on se base donc sur la pression artérielle, statut de tabac ou L'âge, le pas, sexe. l'âge, le sexe et le taux de cholestérol. Alors non HDL, donc c'est le cholestérol total plus le LDL et d'autres petits fragments de cholestérol. Et en l'absence de plaques, en fait, il faut d'abord cibler un LDL inférieur à 2,8 millimoles par litre dans la population générale, ce qui est assez Soit en bas. grammes par litre, ça fait? En grammes par litre, donc 1,4 c'est 0,55, donc c'est un 10, un 20 quoi. Un 10 grammes D'accord. par litre, à peu près c'est Ouais, ça. en gros, cholestérol à LDL à 1 gramme. Voilà, c'est ça, ce Voilà. qui est assez bas, donc généralement, je pense qu'on le voit pas du tout dans la population générale, donc c'est vrai qu'on a la statine assez facile, même en prévention primaire sans plaque. Et quand la statine n'est pas supportée? Bah, quand la statine n'est pas supportée, on a donc ce qu'on disait tout à l'heure, on a vraiment on a différents arsenals thérapeutiques. Alors, il y a 5 classes de statine, donc il faut On va essayer, peut-être pas les mettre aux anti-PCSK9, non, mais moi, dans mon expérience, pour avoir mis des centaines de patients sous statine et vraiment à très forte dose, parce que c'était des artéritiques avec des amputations et cetera, les vrais effets indésirables, je les compte sur les doigts d'une main. Donc après, on peut toujours switcher, les traitements par statine, diminuer la dose et on trouve, je pense, toujours un traitement qui convient. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'effets nocebo oui. avec les patients qui ont vu beaucoup de choses et cetera et qui anticipent trop, qui me disent: «Je vais avoir mal, je vais avoir mal» et finalement ça se passe très bien. On peut adjoindre de l'ézetimibe, on peut, voilà, tester l'acide bempédoïque, hein, qui a l'autorisation de mise sur le marché depuis, 2025. Donc voilà, on a différentes thérapeutiques qui sont tout à fait possibles. Eh ben, c'était magnifique, hein. Tout le monde sait ce qu'il faut faire maintenant en cas de d'artérite. Merci beaucoup Grégoire. Bah, merci.